Bonjour à tous, bienvenue pour ce live en direct du musée du jouet de Moire-en-Montagne dans le cadre des conférences autour du jeu vidéo pour cette journée mondiale du jeu vidéo. J'ai la chance d'être accompagné de Archeo Toys qui va animer cette conférence pendant toute l'après-midi, donc de 14h à 17h. Et vont s'enchaîner de passionnants conférenciers que j'aperçois déjà et que je vois sur le plateau. Vous êtes en direct sur Twitch, mais également en public. Je salue le public qui est plus nombreux que ce matin, ça fait plaisir. Donc vous avez le chat qui est affiché ici sur l'écran, donc vous pourrez lire les questions qui seront posées. Pour ceux qui sont présents dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les ferai suivre à nos invités sur cette émission. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent moment en notre compagnie pour parler de jeux vidéo. Et on va attaquer avec David Gibaud, qui vient d'une petite société que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'Ubisoft. Est-ce qu'on m'entend bien? Effectivement, c'est sous les acclamations d'une foule en délire qu'on s'apprête à commencer cette seconde partie de cette grande journée mondiale du jeu vidéo. À mes côtés, le non moins incroyable David Gibaud, donc, qui travaille pour Ubisoft Ivory Tower à Lyon, un studio de développement bien connu des amateurs de jeux vidéo. Et nous allons pouvoir aborder un sujet un peu particulier puisqu'il s'agit des nombreux métiers qui font cette industrie, une industrie que l'on connaît aujourd'hui au quotidien, une industrie qui nous fait vibrer, mais qui fait aussi vivre plusieurs dizaines de milliers de Français, sans parler des différents métiers qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Alors, pour commencer, mon cher David, eh bien, je te propose de te présenter. Est-ce que tu nous entends, Thomas, sur le retour? Je pense que le micro est coupé, il me semble. Le micro est allumé. Parfait. Super. Impeccable. Bonjour à tous. Donc oui, je me présente, David Gibaud. Je travaille à Ubisoft Ivory Tower. Donc c'est le studio de Lyon. Donc sur des jeux de course automobile et d'autres véhicules. C'est ce qu'on fait historiquement en fait à Lyon. J'ai rejoint Ubisoft il y a déjà pas mal de temps, en 2009. C'était à Paris à l'époque. J'ai travaillé sur quelques licences assez connues comme Assassin's Creed, Les Lapins Crétins, Ghost Recon. Et donc là, actuellement, je travaille sur un jeu de course automobile. Je pense que vous connaissez The Crew 2. Voilà. On connaît The Crew 2, mon fils l'attend avec impatience et il me demande toujours est-ce que ton copain David va sortir bientôt ce jeu? J'ai vraiment hâte. Mais il est sorti, Thomas. Mais il y a même un nouveau DLC. S'il te plaît, ne lui dis pas. Ne lui dites pas. On attendra Noël avant de le prévenir, effectivement. Alors, donc il est sorti, c'est un jeu qui est vivant et qui est alimenté régulièrement par de nouvelles mises à jour. Ouais. Donc ça, c'est pour l'aspect nouveauté, mais on est là pour parler aussi de l'histoire d'Ubisoft, un acteur majeur en France du jeu vidéo, un acteur historique. Et puis on aura l'occasion d'aborder les différentes petites mains qui permettent à un jeu d'arriver jusque dans nos consoles, puisqu'on imagine bien qu'il en faut du travail avant d'en arriver à un Assassin's Creed ou même au Lapin Crétin. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions. Pour cela, c'est simple. Vous aurez simplement à lever la main, chers amis. Notre assistant micro, notre cher David, se fera un plaisir de vous tendre le micro afin que tout le monde à travers la Terre puisse vous entendre et que David puisse vous répondre. Alors, pour commencer, David, Ubisoft, ça commence comment? Alors, Ubisoft, ça commence en 86. Donc ça a été fondé par les frères Guillemot, qui sont des frères bretons, et qui ont commencé non pas dans le jeu vidéo, mais dans l'industrie des accessoires, des game controllers. Et assez vite, ils se sont mis à faire du jeu vidéo. Ça a grandi beaucoup. En chiffres, c'est dans maintenant à peu près 60 pays, si je ne vous dis pas de bêtises, enfin de nombreux studios, 55 pays pour être plus précis. C'est beaucoup de chiffres d'affaires, oui, c'est beaucoup de jeux vidéo, c'est une grosse société. C'est français, mais c'est un peu cocorico, la fierté française dans le jeu vidéo, effectivement. Ouais.
Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Moi, plus précisément, je suis... Donc, c'est Thomas qui m'a informé de l'initiative du Musée du Jouet de faire des événements dédiés aux jeux vidéo, autour du jeu vidéo. Donc déjà, je voudrais louer cette initiative. Je trouve ça chouette d'avoir l'occasion de, quelque part, de démystifier, parce que c'est toujours un milieu, une industrie qu'on voit de loin. Pour la petite anecdote, moi, il y a déjà 20 ans de ça, finalement, quand j'étais en première, j'ai vu une conseillère d'orientation au lycée, puis elle m'a demandé, au petit gamin que j'étais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je lui ai dit développeur de jeux vidéo. Elle m'a répondu, c'est pas un vrai métier. Oh, on avait la même. Ouais, on avait la même, ouais. Et donc, effectivement, j'ai essayé de faire un autre métier, finalement. J'ai pris des études plus conventionnelles, si on peut dire. Et puis, le temps passant, je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. J'ai intégré l'industrie, donc force est de constater qu'elle avait tort. Mais non seulement c'est pas un vrai métier, c'est beaucoup de métiers. De plus en plus, en fait. Plus les productions grossissent, plus il y a des métiers spécifiques. Et alors que plus tard, on aura des personnes au profil plus universitaire que moi qui vont parler de sujets non pas moins intéressants, mais différents. Je trouvais intéressant, de mon point de vue, d'apporter ce que je peux apporter en tant que professionnel qui évolue dans un studio. C'est de partager un petit peu le quotidien de quelqu'un qui travaille dans cette industrie. Et pour ça, je me suis dit que présenter en fait tous les métiers dans les grandes lignes, je ne rentrerai pas dans le détail à chaque fois parce que ce serait très long et je ne serais pas capable de le faire puisque j'interagis avec ces métiers mais je n'en pratique qu'un ou quelques-uns. Mais en tout cas, je vais de décrire dans les grandes lignes ce que font chacun de ces métiers. Ça va être l'occasion de voir la diversité, la complexité et n'hésitez pas si certains métiers attirent plus votre curiosité, effectivement, à poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Ouais. Voilà ce que je peux dire. En préambule, donc je vais vous parler effectivement un petit peu d'Ubisoft, de ce que fait Ubisoft et de ce qu'on fait en particulier à Lyon, et ensuite des métiers qu'on a à Lyon, à Ubisoft Ivory Tower. Mais en préambule de ça, j'aimerais également faire un tout petit peu d'histoire, parce que je sais que tu aimes bien un peu l'histoire. On est dans un musée, j'ai pensé à vous, on est dans un musée. Ouais. Et juste pour comprendre en fait comment on en est arrivé là, parce que ça ne s'est pas fait en rien de temps. C'est une industrie qui est assez jeune et finalement qui est peut-être mature depuis une dizaine d'années tout au plus. Et on peut dire que le jeu vidéo a commencé à prendre doucement son essor dans les années 70. Tu me corriges si je dis des bêtises, hein, tu es sûrement mieux calé que moi. Au début, les projets n'avaient pas du tout la même échelle qu'aujourd'hui. Les technologies n'étaient pas aussi puissantes et les équipes étaient beaucoup plus petites. C'était un développeur qui faisait un jeu, un programmeur en l'occurrence, donc qui savait faire du code et du coup produire ce jeu vidéo qui est un média par nature, donc vidéo, donc image animée, plus une dimension sonore et surtout qui a la particularité d'être interactif. Et sur un jeu très simple, avec ce dont étaient capables de faire les machines peu puissantes de l'époque, donc avec des graphismes rudimentaires, des sons qui étaient tout au plus des bips, et un programme qui était beaucoup plus léger parce que les jeux étaient plus petits, un programmeur pouvait tout faire. Mais les machines sont devenues plus puissantes, ont été capables de produire des graphismes un peu plus complexes. Encore faut-il quelqu'un derrière capable de dessiner ces graphismes complexes. Et du coup, assez vite, des personnes avec la fibre artistique ont rejoint finalement des programmeurs pour développer des jeux vidéo. Et de la même façon, les machines ont été capables de produire des sons plus complexes, voire même des musiques, et ainsi des compositeurs se sont joints aux équipes. Ensuite, l'autre profession qui est venue s'ajouter, pour ajouter une nouvelle dimension, c'est venu par le fait qu'il y a eu de plus en plus de production et donc de compétition, et le besoin de se démarquer de la masse par une meilleure qualité vidéoludique s'est fait ressentir d'autant plus. Et donc tout cet aspect dans les jeux fondamental qui est le ludisme, le fun,
qui passe au travers des règles, de ce qu'on peut faire dans le jeu, de l'engagement que ça va procurer chez le joueur, des sujets auxquels prêtait attention le programmeur au préalable, mais qui devenaient de plus en plus fondamentaux, on a commencé à voir apparaître des gens qui allaient être dédiés à ça. Les programmeurs allaient encore plus pouvoir se consacrer sur la technique, donc les personnes qui ont rejoint ces équipes, c'est ce qu'on appelle les game designers ou les concepteurs de jeux vidéo. Donc c'est des gens qui s'intéressent à qu'est-ce que concrètement on peut faire dans le jeu, ce qui fait que le jeu est fun, drôle, engageant, motivant, pourquoi on veut y jouer, pourquoi on est attiré pour y jouer de prime abord, pourquoi on veut y rester une fois qu'on est dedans. Donc toutes ces mécaniques ludiques-là. Enfin, la dernière grande famille de métiers qui a rejoint finalement les productions de jeux vidéo, qu'on voit à peu près partout ailleurs, c'est les chefs de projet, qui sont là forcément les équipes grandissant pour coordonner en fait le travail et gérer des tâches nécessaires de gestion de budget, de planning, levée de fonds, trouver des investisseurs, des éditeurs, etc. Donc ça, c'est pour les grandes familles. Mais des métiers, il y en a encore beaucoup plus. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc en préambule, Ubisoft, quelques mots quand même, pour vous donner un contexte. Donc, comme on le disait, c'est une société qui date un petit peu maintenant, puisqu'elle a 36 ans, 1986, 55 pays, 20 000 collaborateurs. Donc en France, à Paris, en premier lieu, c'est là où il y a le siège et plusieurs studios, mais également Lyon, Bordeaux, Montpellier, Annecy. 28% de femmes. C'est de plus en plus, donc effectivement, histoire de casser un cliché, il y a de plus en plus de femmes dans les métiers du jeu vidéo et dans tous les corps de métier surtout. Moyenne d'âge assez jeune, 34 ans, je commence à faire partie des vieux. Et en France, on est 4000 employés. Dans le monde, je ne vais pas faire la liste, parce que voilà, 55 pays, d'autant plus de studios. Donc c'est bien présent. Je crois qu'en termes d'effectifs, je me demande, alors je ne confirme pas l'information, mais je me demande si ce n'est pas effectivement le premier studio mondial en termes d'effectifs humains. Les licences, donc on a effectivement des jeux que vous connaissez sans doute, Assassin's Creed, Just Dance, Lapin Crétin, Far Cry, Ghost Recon, etc. Rayman aussi bien sûr, qui est un des premiers gros succès. Et les différents métiers, donc de l'animation, de l'art, de la communication, finance, level design, gestion de projet, ressources humaines, marketing, des métiers qu'on va retrouver effectivement dans beaucoup de corps de métiers. Contrôle qualité, très important. Les jeux sortent souvent avec des bugs, mais sans eux, il y en aurait encore plus, il faut le savoir. Game design, programmation. Donc Ivory Tower, le studio de Lyon qui fait, comme on peut le voir à l'image, des jeux de voitures depuis toujours, et en particulier des jeux de voitures en monde ouvert. Donc sur des grandes maps où en fait on peut aller partout, on n'est pas seulement sur un circuit. Quelle est la date de création d'Ivory Tower ? Alors Ivory Tower, ça a été créé en 2007. Et ça a été racheté par Ubisoft, je sais plus quand, mais quelques années après, probablement aux alentours de 2010-2011, à confirmer. Aujourd'hui, on est 300, et c'est effectivement un studio qui croît pas mal. Au niveau des... voilà, on va voir le rachat Ubisoft, donc c'est intervenu, non, je disais des bêtises, en 2015, donc plus tard. Le studio donc, a été créé en 2007, a sorti son premier jeu The Crew en 2014, a été acquis par Ubisoft en 2015, puis est venu le jeu The Crew 2 en 2018, donc 4 ans après The Crew, qui a été alimenté donc, de nombreuses mises à jour, et ça continue. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Game as a Service, c'est-à-dire que le jeu, une fois qu'il est sorti, finalement c'est que le début. C'est que le début, bien sûr, pour les joueurs, mais aussi pour l'équipe de développement, qui va encore beaucoup travailler dessus pour que le jeu change régulièrement et finalement reste intéressant beaucoup plus longtemps que ne pouvait l'être un jeu au début qui se faisait en quelques heures.
Moi, tiens, je vais avoir une petite question. Tu nous as parlé de la diversité des métiers du jeu vidéo, la diversité des franchises, des types de jeux, etc. Oui. J'imagine que ça doit être un sacré challenge pour vous d'avoir des jeux qui soient aussi, en plus de ces contraintes-là, multiplateformes, avec des plateformes qui doivent être polyvalentes. Enfin, je pense notamment aux versions de console PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, enfin tout ça qui doit cohabiter. Surtout dans ces périodes de transition finalement où les nouvelles consoles ne sont pas encore complètement démocratisées. Ouais, elles mettent longtemps à arriver finalement. Ouais, aussi. Ouais. Comment ça se passe le développement d'un projet de jeu en prenant en compte ça et les deadlines de sortie et tout le reste? Comment ça se passe, à quel niveau pour décider, pour se débrouiller pour que les jeux soient sur plusieurs plateformes? Oui, complètement. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit tu fais en sorte que le jeu fonctionne sur la console la moins puissante et il va tourner du coup, sur les nécessairement sur les plus puissantes. Après, l'idéal, c'est d'essayer de d'avoir une technologie, un moteur de jeu qui va permettre qui va être ce qu'on dit souvent scalable, qui va te permettre de mettre à l'échelle en fait beaucoup d'aspects du jeu. Typiquement, on va être l'objectif, c'est de développer un jeu qui va exploiter pleinement le potentiel des dernières technologies, des dernières consoles, des plus puissants ordinateurs, et que grâce au moteur de jeu que tu vas utiliser, tu vas pouvoir le décliner sur les machines un peu moins puissantes, de sorte à ce qu'ils correspondent aux standards de ce que peuvent faire ces machines moins puissantes. Donc finalement, c'est des redéveloppements complets selon les plateformes au final. Alors tu ne redéveloppes pas, c'est justement l'intérêt du moteur scalable que tu peux mettre à l'échelle, c'est qu'en fait tu vas, je schématise, mais tu vas réduire avec un potard le nombre de polygones que tu vas afficher, la définition des textures, la qualité des lumières. On passe d'une 4K à une HD et on réduit grosso modo. Par exemple, Alors en termes de définition à l'écran, mais aussi en termes de définition des textures, qui elles aussi peuvent être en 4K en plus. Et après, alors tu auras toujours des retouches à faire derrière, parce qu'il ne suffit pas de bouger des potards pour que ça marche. Mais en tout cas, le gain de temps est conséquent par rapport au fait de devoir redévelopper un même jeu en moins beau. C'est vrai que quand on voit les spécifications techniques entre une PS5 et une Switch, par exemple, on peut se demander... C'est énorme. On est quasiment entre une 2 chevaux et une Ferrari, on peut dire ça comme ça. Il y a des équipes dédiées à cette transition ? Alors, oui, sans doute. Pour parler de The Crew, on ne fait pas un jeu qui est à la fois sur PS5 et sur Switch. Le grand écart est trop grand pour nous. Ça ne veut pas dire qu'aucun jeu Ubisoft ne fait pas ce grand écart-là. Mais en tout cas, nous, on fait des jeux qui sont à la fois sur les générations PS4, Xbox One et sur la nouvelle. Oui, c'est un défi, mais c'est une nécessité, puisque ce serait trop dommage finalement il y a encore trop de joueurs qui sont sur les anciennes consoles, qui n'ont pas pu se procurer les nouvelles consoles qui restent très chères, qui en plus sont difficiles à obtenir. Et en même temps, on ne va pas délaisser ces nouvelles consoles, elles sont là. Il y a déjà des joueurs qui ont la chance de les avoir. Et ce serait également dommage de faire un jeu que sur une seule de ces consoles et un autre jeu que sur une seule des deux. Pourquoi ne pas faire les jeux sur autant de consoles que possible? Il y a parfois des grands écarts très difficiles à faire. C'est pourquoi sur Ivory Tower, The Crew n'existe pas sur Switch. Qui sait, un jour peut-être, c'est pas au programme, en tout cas pour l'instant, mais ça reste toujours en fait l'objectif idéal, de desservir le maximum de plateformes. Voilà. Revenons à l'histoire d'Ivory Tower. Voilà, donc la franchise The Crew, je continue un petit peu avec les chiffres, c'est 30 millions de joueurs quand même, en confondant le 1 et le 2. Et on est effectivement dans le top 10 des jeux de course au monde.
c'est le premier jeu de course qui donne un accès à la map entière des USA en fait. Donc ça c'est un gros défi technique de faire une map immense, c'est une des plus grandes maps de jeux vidéo, et surtout dans laquelle les joueurs peuvent se rencontrer. Sans forcément passer par un lobby room avant pour être rejoint. Voilà. En jouant sur la map, ils vont se croiser. Ça, c'est un gros défi technique et c'est... on parle de gros chiffres, des fois on aime bien inventer les mérites. Là, pour le coup, c'est pas du tout usurpé. C'est vrai qu'à Lyon, il y a eu un vrai tour de force là-dessus, sur le monde ouvert et la connectivité. Si je remonte un petit peu plus loin, je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, il y avait à l'époque le studio Eden Games qui avait fait la franchise Test Drive Unlimited, donc c'était à Lyon, et c'était le premier jeu de voiture en monde ouvert. Donc à Lyon, il y a un véritable savoir-faire là-dessus. Depuis, il y en a eu d'autres, il y a la série des Forza Horizon notamment qui est très connue, voilà, donc je le disais, Open World, Driving, Online, donc la transition est faite, et Game as a Service, effectivement, le fait de sortir régulièrement des mises à jour une fois le jeu sorti. Alors ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, cet ajout de contenu, là où à une époque on achetait des add-ons, tout simplement. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors les add-ons en soi, c'est pas relativement nouveau, comme tu l'as dit, mais le fait d'ajouter du contenu sans devoir acheter l'add-on en question, mais naturellement le déployer dans le jeu, ça c'est relativement récent. Ouais. En moyenne, pendant combien de temps vous continuez à produire du contenu pour des jeux déjà sortis ? Là, il faut voir que The Crew 2 est sorti en 2017 et c'est toujours le cas, donc ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais. Et ça continue, ça ne devrait pas s'arrêter là. Ouais. Donc on peut facilement... il y a encore quelques années devant nous, au moins. Ouais. En termes de nombre de personnes sur un projet aussi long, combien de personnes ont commencé au développement du jeu et continuent 5 ans après sa sortie, il y aura environ 100 personnes dessus. Ouais. Donc c'est une équipe réduite par rapport au pic de développement avant la sortie, où là on est aux alentours de 300. Mais oui, il y a encore une grosse équipe qui est là derrière. Ouais. Ouais, voilà. Parce que le travail est conséquent, quoi. Ouais, c'est pas seulement quelques ajouts c'est pas une voiture de plus, non, il y a vraiment beaucoup de choses ajoutées. Les familles de métiers. Alors j'en ai parlé quand je vous ai fait ce petit récapitulatif historique. Hein. Donc graphisme, animation, game design, programmeur, contrôle qualité, marketing, le son aussi. Moi je vais vous parler de pas toutes les familles, parce que là ça aurait été encore plus long que prévu. Je ne parlerai pas de marketing, de communication, non pas que c'est intéressant, mais je vais parler vraiment des métiers qui sont impliqués dans le développement du jeu et non pas dans la communication du produit. Et je vais passer par donc les 4 grandes familles, art, design, programmation et gestion de production. Donc art, les graphismes. On va avoir beaucoup de métiers. Je vais commencer par le métier de 3D artiste. 3D artiste, ça va être les personnes qui vont modéliser les objets qui vont peupler le monde. Une table, une chaise, dans un jeu de voiture, les barrières de la route, un rocher, n'importe quel élément de décor. On a beaucoup de personnes pour faire ces objets-là, ils ne tombent pas du ciel. Et donc c'est les 3D artistes qui font ça. Donc c'est des personnes qui ont des compétences de modélisation, de texturing, et qui produisent tous ces petits objets qui vont peupler le monde. On a les concept artistes. Les concept artistes, ce sont des personnes qui font des dessins en 2D, papier, ou alors illustration infographique, mais concrètement, c'est des dessinateurs. Donc c'est des personnes qui ont un bon niveau de dessin. Donc comme le dit le nom, concept, eux vont être là vraiment en amont des réflexions pour illustrer en fait les idées d'un point de vue graphique. Ça pourrait être les intentions architecturales, environnementales, des effets de météo, des styles de véhicules, beaucoup de choses. Des personnages également.
Les level artistes, eux, vont dessiner le monde. En fait, grâce aux 3D artistes qui vont nous produire les objets, eux vont peupler le monde, faire l'agencement des différents objets dans le monde pour que ce dernier soit esthétique, forcément, paraisse vivant, crédible. C'est très facile d'avoir un monde pas crédible si on ne fait pas les choses comme elles se passent un peu dans la vraie vie. Et il y a un vrai soin qui est apporté à ça. Ils vont passer notamment beaucoup de temps sur Google Maps pour voir comment sont... ou simplement regarder autour d'eux. Mais on n'a pas tout dans notre tête. Enfin, très, très souvent, il faut se référencer à des sources pour faire les choses bien. Les véhicules artistes. Alors ça, c'est quelque chose qui forcément, vous allez pas retrouver dans tous les studios de jeux vidéo. Sur un jeu de voiture, oui, un jeu de véhicule, évidemment. Sur The Crew, et comme dans tous les jeux de voiture, les véhicules et les voitures donc, c'est la star du jeu. C'est ce qu'il y a au centre de l'écran, et il y a un soin tout particulier qui est apporté à ça. On a la chance d'avoir beaucoup de licences, donc on reproduit des modèles existants le plus exactement possible. On décline, on fait des versions spéciales qui n'existent pas forcément dans la vraie vie, d'une Porsche, etc. En accord évidemment avec les marques, parce que c'est vrai que d'un point de vue légal, c'est toujours très compliqué. Et c'était une question que je me posais. Quelle est l'influence des marques de voitures sur un jeu de voiture ? Eh ben, elle est multiple. La première dimension, c'est quelle image la marque a dans le monde. C'est sûr que Ferrari va plus attirer dans un jeu qu'une marque peu connue chinoise, comme on commence à les voir, en tout cas aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de conduire une Dacia dans un jeu vidéo. Voilà, bah écoute, on t'écoutera, on essaiera d'ajouter une Dacia, mais effectivement, bizarrement, pour l'instant, on n'en a pas. Dans les légendes urbaines qu'on entendait un petit peu dans nos parcours de joueurs, de jeux, on nous disait si dans un Gran Turismo on ne peut pas casser les voitures, c'est parce que les marques ne veulent pas qu'on abîme leurs voitures. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est très compliqué. Alors c'est ce qu'il y a de plus drôle, on est d'accord. C'est ce qu'il y a de plus drôle, oui, on est d'accord. Ouais. Comme tu t'en doutes, oui, la sécurité pour eux, c'est quelque chose qui est un petit peu important pour vendre des voitures. Et du coup, on fait vraiment pas ce qu'on veut. C'est déjà très difficile d'avoir des modèles. Bon, ça coûte de l'argent, hein, il faut le dire. C'est un budget d'avoir des modèles. Et on fait pas du tout ce qu'on veut avec. On peut les érafler, on arrive à les érafler, on a le droit. Souvent, c'est très difficile de beaucoup les cabosser. En gros, tu n'as pas le droit de cabosser ce qui encapsule le pilote. Toute déformation qui pourrait suggérer un dégât corporel du personnage qui est à l'intérieur, ça, c'est pas du tout accepté. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est des choses, quand tu vois des jeux où tu peux fortement cabosser un véhicule, souvent c'est pas des marques connues, c'est des marques qui n'existent pas. Évidemment à GTA et ces voitures qu'on peut exploser à tire-larigot et qui effectivement sont des véhicules inventés, on va dire. C'est des véhicules inventés, oui. Alors que bon, on connaît les moyens de GTA. C'est pas pour eux un frein d'avoir des marques dans le jeu. Mais ça peut être une des raisons qui explique cela. Oui. Effectivement. Nous, dans The Crew, on a quelques véhicules de nos propres marques. On s'autorise des déformations un peu plus grandes. Ouais. On reste cohérent avec le reste non plus, également. Donc on ne va pas faire des déformations très grandes. Mais on peut, effectivement, on n'a pas cette contrainte du constructeur automobile. Faut savoir que les véhicules artistes on en a qui viennent du milieu automobile. On a des designers automobiles qu'on a recrutés, qui sont actuellement chez nous et qui soit reproduisent des modèles qu'on obtient auprès des marques, soit qui produisent des modèles purement inventés de The Crew. Et également, ils sont très souvent dans les salons automobiles pour être à l'affût des nouveaux modèles, et surtout sur une photo sur internet, tu vois pas toutes les courbes en fait. Donc ils prennent en photo sous tous les angles les nouveaux modèles pour les reproduire au mieux après.
Ensuite, pour continuer avec les artistes, on va avoir ce qu'on appelle des World Foundation Artists, donc la fondation du monde. Eux, concrètement, ils vont faire le terrain. Donc ils ne vont pas être dans les petits objets de décor qui sont posés, etc. Ils vont vraiment faire le terrain, les forêts, les routes, les plaines, les parties un peu plus désertiques. Ils reproduisent vraiment la première couche terrestre finalement du jeu, et ils ont, il y a un véritable soin qui est apporté au réalisme du terrain. Il y a une logique géologique. Pourquoi la roche transparaît dans une pelouse qu'à certains endroits, plus en pente qu'à d'autres, c'est parce qu'il y a des logiques d'érosion. Pourquoi les rivières passent à certains endroits et pas à d'autres, pourquoi elles creusent des vallées. Il y a une logique derrière ça, et en fait si tu le fais pas, ton monde est moins crédible, il paraît bizarre. Ça s'est vu dans les premiers mondes ouverts, le soin n'était pas forcément apporté à ça, et dès qu'on a voulu commencer à améliorer la qualité de ces mondes-là, c'est tout de suite une dimension qui est apparue évidente d'apporter un soin particulier à ça. Et aujourd'hui, les outils qui permettent de faire ça, je pense notamment à Houdini 3D, comportent en eux des véritables scripts qui reproduisent ces logiques naturelles. Voilà, donc ne serait-ce qu'il y a 2 jours, je parlais avec un collègue que je voyais probablement pour la première fois, parce que c'est un petit peu le problème quand on est 300, qui fait ça, et j'étais fasciné de savoir à quel point ils peuvent aller loin là-dedans. Et en fait, c'est ça qui est chouette, je trouve, quand on travaille dans des grandes équipes, c'est qu'on est beaucoup plus spécialisé, on fait moins de choses, on est moins touche à tout, mais on croise des profils ultra spécialisés. En fait, c'est super enrichissant d'échanger avec eux et de voir à quel point parfois ils peuvent aller loin et avoir des connaissances dans un domaine pour bien faire leurs choses. C'est un petit peu l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter brièvement justement cette diversité-là de connaissances. On créera peut-être quelques envies de se lancer dans ce type d'études. N'hésitez pas à poser les questions à David tout à l'heure. Oui, bien sûr, et si vous avez des questions après, avec plaisir. Oui. Notamment, effectivement, s'il y a là, il y a peut-être pas beaucoup de jeunes, mais s'il y en a qui aspirent à la profession, il faut savoir que c'est pas quelque chose de facile, mais comme tous les métiers, j'ai envie de dire. J'ai cru voir quelques moustaches juvéniles qui... Mais en tout cas, oui, c'est un métier possible. Voilà. Ou après, tout simplement, s'il y a des curieux qui n'aspirent pas à la profession, mais qui veulent en savoir plus, c'est tout à fait normal. Effectivement, c'est un plaisir. Donc les matériels artistes, je n'en ai pas encore parlé. Donc ceux-ci, comme le nom l'indique, ils vont vraiment travailler sur l'aspect de la matière. Donc ça, c'est un métier spécifique aussi. Un objet en plastique ne réagira pas de la même façon à la lumière qu'un objet en velours, ou qu'un objet en métal, ou que de la terre, ou que de la roche. En fait, la façon dont le rendu d'un objet en fonction de sa matière va changer avec l'environnement qui bouge autour de lui, l'éclairage, les ombres, oui, principalement l'éclairage en fait. Derrière, il faut des algorithmes. Un objet en plastique noir à l'ombre va ressembler à un objet en métal noir. En fait, si vous le mettez à la lumière, ça ne va pas du tout être pareil. Donc c'est ce qu'on appelle les matériels artistes. C'est ce qu'ils font plus communément. Ils développent notamment ce qu'on appelle des shaders. Je pense que ça vous parlera un petit peu. Voilà. Les lighting artists, là c'est peut-être un peu plus explicite. Donc c'est les lumières. Toutes les sources de lumière qu'on a dans le jeu, alors que ce soit les lampadaires, des lampions, les phares automobiles, les vitrines d'une boutique, les reflets aussi, comment la lumière va rebondir d'un objet à l'autre. Les lighting artists ont un rôle fondamental à jouer là-dessus, en plaçant les sources lumineuses initiales, la nature des sources, leur couleur, leur portée, leur orientation, vont avoir un rôle très important dans le rendu final du monde. On a, pour la petite anecdote, quelqu'un qu'on a recruté, qui travaillait chez les éclairages, dans les ampoules chez Philips.
qui fait ça aujourd'hui. Donc voilà, avec le parallèle des gens qu'on peut chercher dans l'industrie automobile, on va en chercher aussi, parce que c'est des savoirs qui sont communs finalement. Voilà, on ne cherche pas que des gens qui savent faire des jeux vidéo, les métiers sont tellement pointus. Non, là on veut quelqu'un qui a une notion de l'éclairage, la température d'une lumière, etc. Les FX artistes, donc FX, effets spéciaux. Donc quand on parle d'effets spéciaux, on va surtout beaucoup parler de tout ce qui est projection. Donc on parle de particules. C'est comme si, par exemple, quand vous avez une projection de fumée, un petit nuage de fumée, c'est plein de particules de fumée qui se dispersent d'une certaine façon. Les gerbes d'eau, des étincelles, tout ça, c'est les FX. Les FX, ils ont donc il y a tout un savoir-faire dans la propagation. Effectivement, un nuage de fumée va se propager dans le rendu crédible effectivement de ces particules graphiques en mouvement. Et donc on va les chercher dans l'industrie du jeu vidéo. Hein, souvent il y en a, mais également on trouve des profils similaires dans les effets spéciaux de films. La différence, c'est que nous, on est dans ce qu'on appelle en temps réel, c'est-à-dire que les graphismes doivent être produits, calculés par l'ordinateur en direct, alors que dans les effets spéciaux, en film, c'est du précalculé. Donc ça veut dire qu'ils peuvent le faire avant, en amont, ça peut prendre du temps puisque le résultat est défini. Donc ils peuvent faire des choses encore plus fines visuellement parce que la machine a tout le temps qu'elle veut pour le produire. Et après, c'est joué comme ça doit être joué. Dans un jeu vidéo, ça peut être joué de plein de manières différentes en fonction de ce qui se passe, donc on doit tout faire en temps réel. Néanmoins, c'est des métiers qui sont très communs dans ces deux milieux. Les FX artistes, ils vont avoir aussi une interaction particulière avec les game designers. Donc on va voir après les personnes qui s'occupent de la jouabilité. Parce qu'un FX, il doit notamment renvoyer des informations de jeu. Par exemple, une voiture, si elle commence à glisser, on va vouloir l'indiquer au joueur. On va pouvoir l'indiquer par un son de pneu qui commence un petit peu à crisser, mais également par une petite fumée blanche qui va commencer à émaner du pneu. Et quand la voiture va vraiment déraper, la fumée va être plus grande et va être bleue. Du coup, elle va être un peu bleutée, plus noire. Il y a une vraie connexion, ça doit se jouer au bon moment. Une vraie communication qui doit se faire avec les personnes responsables du gameplay. On va avoir également, donc toujours chez les artistes, ce qu'on appelle des character artists, donc c'est ceux qui font les personnages. Donc là encore une fois, c'est un corps de métier à part entière, puisque ça demande un savoir-faire qui est assez spécifique. C'est des personnes qui seront très calées sur l'anatomie. Et voilà, reproduire le corps humain, les visages, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose que nous, on connaît très bien, en fait, qu'on voit tous les jours, et du coup, si c'est mal fait, ça choque. Donc, la fameuse vallée de l'horreur. Oui, la Uncanny Valley. La vallée étrange. Ouais. Oui, ça, c'est effectivement quand on commence à être trop près du réalisme, mais qu'on n'y est pas tout à fait, ça donne des personnages assez effrayants. Ouais. Est-ce qu'à Lyon, vous avez des équipes de caractère design, de caractère artiste sur Lyon? Oui. Alors du coup, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que vous vous amusez à vous intégrer dans les personnages de vos jeux? Oui. Avoue-le, David, tu es pilote. On l'a fait, oui. En fait, sur The Crew 2, il y a de nombreux personnages qui peuplent le monde, qu'on voit dans la rue, qu'on voit dans les bus. Et la tête de ceux-ci, c'est des têtes des personnes qui ont travaillé au studio. Ouais. Et est-ce qu'il y a un David Gibaud qui se balade quelque part? Non. Oh, mais quel dommage. Ah, quel dommage. Il ne veut pas nous le dire, je pas pense. encore, ça viendra sûrement. Est-ce qu'on peut vous donner des photos de proches Une belle-mère, quelque chose... pour pouvoir les écraser quelqu'un je comprends tout à fait l'intention, mais malheureusement, on ne peut pas écraser les personnes. Quel dommage. Quel dommage. Heureusement, on ne peut pas écraser les personnes. Pour revenir sur un autre sujet peut-être plus technologique, parce que ça me fait penser, tu parlais tout à l'heure des difficultés de reproduire des visages humains. Est-ce que vous commencez à utiliser des technologies actuelles de scan ou de choses comme ça pour vous faciliter la tâche? Oui. Alors,
Pour la reproduction des visages, finalement, pas tant que ça, non. Une photo à l'écran réel et à côté un artiste qui va modéliser un visage, et c'est assez impressionnant de voir à quel point ils font bien les choses. Après, pour le rendu des textures, de peau, de cornée des yeux, etc., c'est pareil. Maintenant, les outils permettent de faire des choses assez folles. Donc, tu n'as pas forcément besoin de trop scanner. Après, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de scan. Effectivement, on voit de plus en plus je pense notamment à... J'avais vu un comparatif, c'était dans The Mandalorian de Luke Skywalker qui avait été fait en scan versus celui qui avait été fait en image de synthèse par le studio, et celui qui était en scan était carrément mieux. Okay. Donc oui, ça permettrait sans doute d'aller encore plus loin. C'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui fait plus sens dans l'industrie du film, parce qu'on n'est pas encore complètement à ce niveau de réalisme dans les jeux. Par contre, au niveau des jeux, on va se brancher, si je puis dire, entre guillemets, sur la vraie vie pour l'animation, notamment l'animation des visages, la motion capture, où on va placer plein de petits points sur différentes zones du visage. Et quand tu vas avoir un acteur, parce que sur les scènes cinématiques de jeu, on fait de la motion capture avec des vrais acteurs, ça se passe à Paris, pour reproduire en fait les mouvements de corps d'une part, mais également les mouvements de visage. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui est complexe à faire en tout cas, c'est un outil qui aide beaucoup à bien le faire, quoi. Donc autant en profiter. Oui, bien sûr. Ok. Voilà, on y viendra d'ailleurs à l'animation. Magnifique transition, les animateurs. Ouais. Donc les animateurs, effectivement, c'est eux qui vont animer les corps humains, mais en fait n'importe quel objet qui peut être animé dans le jeu, pour leur donner tout simplement les mouvements qu'on souhaite de la façon la plus crédible possible. Dès qu'on va avoir des scènes de cinématique d'une part, donc des moments non jouables, non interactifs, où on voit des personnages bouger, mais également dans toutes les phases de gameplay où le personnage va tourner un volant, etc. Dès que ça bouge, on veut que ces mouvements soient crédibles et bien faits. Donc c'est un corps de métier à part entière qu'on va retrouver évidemment aussi dans le cinéma d'animation. Métier qui est très lié à ça, les riggers skinners. Donc rigger skinner, il va faire du rigging et du skinning. Voilà, maintenant je pense que tout le monde a compris que c'était un rigger skinner. Ça aurait été rapide. On passe à la suite. Il y a un lien avec X-Files, non? L'homme à la cigarette, peut-être? Je ne pense pas. Le rigging, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Donc on peut avoir un personnage modélisé, très bien, mais un personnage modélisé n'est pas encore animable. Il n'est pas articulé. Le rigging, ça va consister à l'articuler. Ça va consister à poser des points d'articulation sur le corps. Donc un coude, par exemple, qui peut se plier sur un seul axe, avec certaines limites. Je ne peux pas tendre le bras plus que ça. Je peux le plier que dans ce sens-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rigging. L'épaule, pareil, mais qui va pouvoir bouger sur plusieurs axes, avec une certaine limite aussi. Donc on a des riggers qui vont faire ce travail-là sur les personnages ou sur tout autre objet qui peut être animé. Et ils vont également faire le skinning. C'est les mêmes personnes, souvent rigger et skinner. Le skinning, ça va consister à dire, très bien, le personnage est articulé, mais pour autant, dans mon articulation, j'ai pas envie que l'avant-bras me rentre dans le biceps, en fait. La peau, elle va commencer à changer de forme. Ça va pas créer une cassure au niveau de la peau. Donc ça va être faire en sorte que la texture de surface, en l'occurrence la peau sur un personnage, se déforme de la bonne façon quand le corps est articulé. Ouais. C'est arrivé à la sœur de Romain, ça fait très mal. Oui, et c'était très douloureux. Ouais, on l'embrasse. On pense à elle. Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes, mon cher David. Moi, j'aurais une question sur un métier qui a été très mis en avant dans les années 90-2000. Je pense qu'on a tous rêvé un jour d'être testeur, bêta-testeur de jeux vidéo, comment dire, d'être payé pour jouer à des jeux vidéo, tu veux dire. Sur un jeu vidéo. Est-ce que ce sont des métiers qui sont encore en interne? Est-ce que ce sont des métiers qui ont été,
envoyé dans d'autres pays? Est-ce qu'au studio Ivory Tower, vous avez des testeurs en direct qui vous font les retours? Ou est-ce que c'est vraiment une opération qu'on trouve en bout de chaîne? Non, on en a encore au studio, les testeurs. C'est une équipe ils doivent être une bonne dizaine. On en a également en dehors de Lyon. Le jeu n'est pas fait uniquement à Lyon. On collabore avec plusieurs studios en Inde, en Ukraine. C'est pas facile en ce moment. Et dans d'autres pays. On a des testeurs en Inde également et à Lyon. Les bêta-testeurs, en l'occurrence, c'est des joueurs. Donc quand on fait une bêta-test, c'est des joueurs qui ont le jeu. Quand la bêta-test est ouverte, tous les joueurs peuvent y accéder. Quand la bêta-test est fermée, c'est sur inscription, mais c'est des joueurs, il faut s'inscrire. Et on a des playtesteurs. Donc ça, c'est quand on fait des playtests. En gros, on fait venir des personnes au studio pour tester certains aspects des parties du jeu en développement. Et ça nous permet de réaiguiller le développement. Donc là, n'importe qui peut postuler. En fait, c'est des annonces publiques et n'importe qui peut postuler pour venir au studio et faire un playtest. Ouais. Quel bagage il faut pour être testeur de jeux vidéo? Quels sont les CV demandés? Testeur de jeux vidéo, quel bagage il faut? Finalement, c'est un des rares métiers où tu n'as pas forcément besoin d'un diplôme spécifique. Donc c'est souvent une porte d'entrée. Et non, alors par contre, on va forcément prêter, il faut un bon niveau en anglais, quoi qu'il arrive, parce qu'on travaille très souvent en anglais, notamment parce que les testeurs à Lyon collaborent avec les testeurs en Inde, donc première raison. Il faut un sens du détail, il faut être un joueur, forcément, il faut avoir un peu la fibre. Aux jeux vidéo, avoir les pouces carrés par exemple? Tu peux, très honnêtement, tu peux. T'es pas obligé d'être un bon joueur, ça c'est un cliché. Dans lequel je pense pas que tu sois tombé toi, mais c'est pas l'idée. Mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on peut penser. Alors c'est sûr qu'à force de tester un jeu, tu deviens bon au jeu, mais c'est pas quelque chose qu'on va regarder pour recruter un testeur. Au contraire, même des fois, ça peut être un handicap de n'avoir que des bons joueurs en tant que testeur qui vont pas forcément faire des retours suffisants sur les aspects d'accessibilité. Ouais. Et s'il nous reste moins de 5 minutes, on va être un petit peu embêté parce qu'il y a encore beaucoup. Vas-y. Ah, je crois que Thomas t'a carrément coupé le micro. C'est fini. Votre temps est fini. Il faut sortir. Partez, monsieur. Je crois que c'est un problème de pile. Tu peux attraper mon micro. Vas-y. Non, je crois que c'est bon là. Ouais, ça y est, c'est bon. Non, je pense que j'avais appuyé dessus sans faire exprès. Ouais. Alors, je voudrais parler rapidement du design, voilà, et des game designers. Donc, je vais parler des corps de métier principaux. Ça m'embête de dire ça parce qu'ils sont tous importants, mais en tout cas peut-être ceux qui sont venus le plus vite dans l'industrie. Les game designers, c'est ceux qui vont faire les mécaniques de jeu. Donc, dans un jeu de voiture, on a souvent des courses, on a des championnats, on a la possibilité de gagner des pièces pour équiper ces voitures. On a la possibilité d'acheter des voitures, de faire grandir un garage, des choses qui vont nous engager à court terme ou à long terme. Toutes ces mécaniques qui vont faire que le jeu est intéressant à jouer, j'en avais parlé déjà un peu en introduction, mais c'est les game designers. Les 3C designers, eux, c'est des game designers un peu spécifiques qui vont vraiment se consacrer au contrôle du personnage qu'on a dans le jeu. Donc chez nous, c'est la voiture. Comment on le contrôle, comment il se comporte et comment il est mis en scène, comment il est filmé. C'est pour ça qu'on appelle ça les 3C, caméra, contrôle et caractère, le personnage. Les level designers, eux, vont faire les niveaux de jeu. Donc chez nous, ça va être des courses, mais aussi faire en sorte que le monde qui est fait par les graphistes soit également un terrain de jeu, sur lequel il soit intéressant de jouer et pas seulement intéressant à regarder. Donc ça va passer forcément par une modification des formes de celui-ci. Le narrative designer qui, lui, va se concentrer sur tout l'aspect narratif du jeu, donc via les textes, les dialogues, mais également aussi tout ce que peut suggérer le jeu d'un point de vue narratif au travers de ses visuels, par exemple. Le sound designer, lui, va faire les sons du jeu. Donc, chez nous, il y a un soin qui est forcément apporté sur le son des voitures. On fait des enregistrements, notamment de... On les imagine avec un micro sous le pot d'échappement. C'est exactement ça, ouais. Alors, c'est pas nous qui faisons ça, c'est un prestataire en Scandinavie
Mais ouais, c'est un vrai studio qui fait que ça. Ouais. Et ça apporte un vrai plus dans un jeu d'avoir des bons sons de voiture. Est-ce que pour les lapins crétins, vous êtes allé enregistrer des vrais lapins On les cherche toujours, les vrais. Pour la petite anecdote, le son du lapin crétin, c'est le son qu'un testeur avait fait au préalable, avant d'avoir un vrai son. Et en fait, ça a tellement plu que ce son qui n'avait pas vocation de rester, c'est celui qui a été retenu, quoi. Ouais. On a des designers économiques qui vont faire tout le système économique du jeu. Alors, économie interne, quand on gagne de l'argent dans le jeu qui nous permet d'acheter des voitures. Également aussi l'économie externe, quand parfois on a des jeux avec une dimension free-to-play. La programmation, donc là on a des programmeurs de gameplay qui vont programmer les mécaniques de jeu demandées par les game designers, donc ils sont vraiment rattachés au jeu. On a des programmeurs d'intelligence artificielle, donc chez nous c'est les IA qui ne sont pas pilotés par le joueur mais qu'on affronte, donc qui sont dédiés à ça. On a les programmeurs de l'interface du jeu, forcément. Les programmeurs du game engine, donc eux ils sont vraiment en coulisses, ils font le moteur de jeu qu'on utilise. Ils ne vont pas faire des choses qu'on va voir directement dans le jeu, mais si on ne les avait pas, on n'aurait pas nos outils pour faire le jeu, tout simplement. Ils fabriquent le moteur, vraiment au sens propre du jeu. Au sens propre, oui. Ils ne vont même pas fabriquer dans le moteur des parties qu'on utilise nous. Ils font vraiment des choses centrales. Parce que justement, on a des programmeurs outils qui, eux, vont faire les parties de l'éditeur de jeu qu'on a, avec lesquels on interagit, nous, designers ou animateurs, etc., pour faire ce qu'on veut faire. Donc vos propres outils sont fabriqués en interne. Les propres moteurs, déjà, sont fabriqués en interne, ce n'est pas toujours le cas. On connaît notamment l'Unreal Engine, où il y a des moteurs un peu connus, Unity, etc., qui peuvent être utilisés. C'est vrai qu'à Ubisoft, on a des moteurs qu'on fait en interne. Et les parties outils de ces moteurs donc, sont faits par des programmeurs outils. On a des programmeurs online, quand on est sur des jeux en ligne, qui vont faire beaucoup de réseaux, des programmeurs graphiques pour le rendu, des programmeurs physiques pour la physique des voitures. Les dérapages, les virages ont fini dans le décor. Exactement. Ton adhérence, tes suspensions, quand tu tombes sur la route, voilà, si tu rebondis pas trop fort, quand tu rentres dans l'eau, si tu ralentis, tous les effets physiques. C'est fait par des programmeurs physiques qui ont un savoir-faire assez dingue en ce qu'on appelle en car dynamics. Donc, je ne sais pas comment traduire en français, mais la dynamique automobile, quoi, toute l'ingénierie automobile, comment elle doit se comporter avec la géométrie des suspensions. Voilà, ils ont besoin de s'intéresser à ça pour leur reproduire au mieux dans le jeu. Sachant que nous, on essaie de reproduire au mieux tout en restant accessible. Mais ça passe par reproduire au mieux la réalité et ensuite faire en sorte que celle-ci soit accessible, parce que faut pas se leurrer, la conduite en vrai c'est très dur et c'est encore plus dur, je pense, si on avait une manette à la place de notre volant dans notre voiture, oui, de prendre un virage à 200 sans se planter. Donc dans un jeu vidéo c'est plus facile, c'est parce qu'il y a un effort qui est fait pour ça, quoi. On a des programmeurs animation, des programmeurs audio, et voilà. Et après, on va avoir de la gestion de production. Donc là, c'est des chefs de projet. Donc on a des coordinateurs de projet qui sont au plus près des équipes pour remonter le travail qui est fait. Et ils vont le remonter à des personnes à responsabilité un peu plus large qui vont générer le temps de travail, les budgets. Et c'est ce qu'on appelle les producteurs, qui ont des associés de producteurs qui vont les assister. Mais voilà, pour le tour des métiers. Alors, on a une question dans le chat qui est une question franche et pertinente. Il s'agit de Jazz qui demande si je veux faire un stage chez Ubisoft, à qui dois-je m'adresser ? Alors, il peut essayer. Il peut aller sur ce. Alors, il y a un site en France qui s'appelle livejv.com. Donc agence française du jeu vidéo, tout simplement, sur lequel tu as toutes les offres de jeux vidéo en France. Okay. Donc notamment les stages. Donc déjà, il peut voir s'il y a des offres qui sont ouvertes actuellement. Après, s'il n'y en a pas qui sont ouvertes,
il va sur n'importe quelle offre. J'aurais bien aimé lui donner là en direct, mais je ne l'ai pas en tête. Mais il va sur n'importe quelle offre du site de la FJV d'Ivory Tower, hein, puisque je suis convaincu qu'il y en a en ce moment. Et il regarde le contact RH. Et il peut tout simplement contacter spontanément le contact RH d'Ivory Tower s'il veut faire un stage, quand bien même il n'y a pas d'offre. Il peut toujours faire la demande. Ouais. Tout simplement. Il faudra évidemment joindre un CV et une lettre de motivation. Ouais. Tu pourras appuyer sa demande, on compte sur toi, David. Ouais. J'essaierai. On espère en tout cas que cette petite, ce petit panel des différents métiers dans le jeu vidéo et chez Ubisoft Ivory Tower en particulier aura créé quelques envies de te rejoindre. Malheureusement, le temps imparti un peu dépassé, est en train de s'égrener terriblement. Un grand merci à toi, David, de nous avoir démystifié un petit peu ce milieu qui nous paraît très obscur, dont on ne parle qu'au final très rarement dans le détail. C'est vrai qu'on a rarement autre chose que des produits finis. Donc peut-être qu'on peut terminer avec une question du public. Soyons fous. Ah ben, ça serait bien. Voilà. Première question. Nous avons une question. On va vous apporter un micro. Vous allez pouvoir Parfait. vous exprimer. Alors moi, la question que j'avais, c'était est-ce qu'il y aurait, donc par famille de métiers, comme j'ai compris, il y a les artistes, les programmeurs, est-ce que par famille de métiers, il y a une sorte de voie royale pour arriver Excusez-moi. Alors, si vous pouvez parler un tout petit peu. Le monsieur demandait, est-ce que par famille de métiers, il y a une voie royale? Oui, une voie royale, on va dire. Une voie royale par pour famille de métiers. Pour la formation, pour l'école, pour choisir les diplômes adaptés à ces métiers. Alors, une voie royale à chaque fois, je ne sais pas. Dans tous les cas, oui, il y a des voies par famille de métiers qui sont différentes pour y parvenir. Donc en programmation, c'est des écoles d'ingénieurs informatiques, tout simplement, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a quand même pas mal, puisque une formation d'ingénieur informatique ne destine pas qu'aux jeux vidéo, on a des ingénieurs informatiques partout. C'est ces mêmes personnes qui postulent dans le jeu vidéo. On va avoir des écoles d'ingénieurs informatiques orientées jeux vidéo, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne viennent pas d'écoles orientées jeux vidéo ont moins de chance en réalité. C'est plus la renommée de l'école et la qualité de l'école qui va aider. Pour le graphisme, ça va souvent être des formations spécifiques de graphisme 3D qui vont destiner à la fois à la 3D précalculée, donc pour tout ce qui est cinéma d'animation, publicité, effets spéciaux, et temps réel, notamment pour le jeu vidéo, avec parfois des spécialisations en fin de cursus. Pour le design, là pour le coup on est vraiment sur des écoles de jeux vidéo, parce que le game design c'est un corps de métier qui n'existe pas en dehors que dans le jeu vidéo. Il y a de plus en plus d'écoles en France. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a peut-être une 50aine. Il faut savoir, ça mérite d'être dit, qu'il y a quand même plus d'étudiants dans ces écoles que de places à chaque fois dans le secteur professionnel. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui finalement vont faire les études, mais au final atterriront dans un autre domaine. Parce que c'est les meilleurs qui se font une place dans l'industrie. Voilà, il ne faut pas non plus que ça fasse peur. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est les 10% meilleurs. Mais il y a, voilà. Donc c'est un métier où il faut être bon, enfin, dès les études, pour rentrer dans le métier, quoi. Donc pas trop de soirées étudiantes malheureusement dans le milieu du jeu vidéo. Si, quand même. Ouais. On reste étudiant. Hein. Bah, parfait, merci beaucoup David pour cet aperçu des nombreux métiers de l'industrie du jeu vidéo. Nous allons faire une petite pause de 5 minutes avant de retrouver l'incroyable Selim
Christiane de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, avec qui nous reviendrons sur la lignée généalogique entre le jeu traditionnel et le jeu vidéo. Et nous finirons avec le non moins délicieux Yannick Rochat de l'Université de Lausanne, qui nous parlera préservation et patrimoine vidéoludique. On vous laisse faire couler un café, vous détendre les jambes et on se retrouve dans 6 minutes 47. C'est précis.